KSP veut savoir et en mode printemps. Oui, mode printemps. Alors, et ceux qui sont de ma génération, je suis comme à la fois un fin X et début Y avec une date de naissance en 79. Alors, passe-partout, le petit printemps, tout le monde a probablement reconnu ceux qui sont de mon époque. Alors, mais Léo aussi, tu connais passe-partout, c'est toi qui me l'as même suggéré. Ouais. Oui, on était en marche parce qu'on essaie de faire le transport actif, aller chercher la peine de lait à pied, le dépanneur pas trop loin. Et aujourd'hui, j'ai une invitée qui était une invitée d'une autre émission. On a des invités qu'on se partage, c'est parfait. On est avec Cathy Picard, qui est, on dit quoi, horticultrice? Oui, tu l'as. Parfait. Donc, printemps rime avec préparation jardin et préparez-vous parce que toutes les missions, les pièces musicales que j'ai trouvées ont le thème du printemps. Alors, il y avait le mot printemps dans le titre et c'est soit en français, en anglais ou en espagnol. Avec ces Hey, écoute, concepts. moi, juste ce que tu viens de passer là, j'ai un petit regain encore plus, encore plus envie que le printemps arrive. Oh ouais. Oui. Et puis, ben, malheureusement, on a encore du froid, il y a encore de la neige. Et moi, j'ai profité même ce matin pour aller sur les pistes de ski de fond. Faire ton ski. Ben oui, faire mon ski de fond. Moi, j'étais un lève-tôt à 6 heures, j'étais déjà réveillé. À 7h30, j'étais déjà Ah, sur ça, la c'est piste. sûr, là, c'est sérieux, ça, c'est sûr. Mais j'étais pas en grande forme. J'ai vraiment perdu le cardio. Et puis, bon, j'ai Ça pas. va revenir. Ouais, c'est ça. J'ai fait un petit 4 kilomètres au lieu de d'habitude. Je fais plus un petit 10, là, mais c'est ça. C'est déjà une couple de kilomètres de plus que moi, fait que bravo. On s'est contenté de ça. Bravo, Euh, Karen, bravo, hein. oui. Bravo. On va aller évidemment en musique encore. On reviendra par la suite avec des échanges avec Cathy pour des choses qui touchent évidemment le jardin. Je suis très néophyte. Elle va pouvoir m'aider avec mes questions ou nos échanges. On aura également d'autres invités, des gens à distance. Martin Poirier qui se joindra de Rimouski, terre des orignaux. Non, je dis ça, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui existe, Rimouski, en langue amérindienne. Tu penses? Terre des orignaux. Ouais, j'ai pas sorti ça nulle part parce que quand j'ai habité là-bas, Veux-tu qu'on cherche? On va regarder sur on Internet regardera sur pendant la Internet. chanson. Donc, il va être avec nous, quelqu'un très impliqué dans le domaine environnemental et évidemment sur tout le volet de l'énergie. On aura également un ami qui va être avec nous, Michel Tisdale, qui va venir en mode famille. Fait qu'ils vont venir voir c'est quoi de la radio. On a également un autre invité qui va venir nous parler de sa galerie, la galerie Beko à Québec. Donc, ça va être une belle émission. Sur ça, on part en musique à KSP veut savoir le printemps de Tim Dup et Laura Cahen. On a toujours notre fucking fresh qui revient. On est toujours content de l'entendre. Ça fait sourire. Euh, de retour, KSP veut savoir, avec évidemment, vous avez entendu une première pièce le printemps. J'en ai une deuxième puis une troisième, plusieurs qui vont suivre. On aura par la suite Claude Roy. Mais avant de retourner à nos pièces musicales de printemps, on va parler évidemment de jardinage et de mes initiatives. Et on va introduire vers Cathy avec son rôle au niveau de D'horticultrice. Voilà. Exactement. Surtout de consultante en horticulture. Ah, ça c'est parfait ça, parce qu'on commence tout à quelque part. On se plante pour faire un mauvais jeu de mots. C'est parfait, non, c'est parfait. Et on apprend de ça. Donc, moi, l'année dernière, ben, ça fait 1 an, j'ai acheté une maison et ben, on a agrandi pour faire un jardin au début. J'ai racheté 4 verges de terre et on s'est lancé dans le projet. C'est sûr que, bon, ça a été... on n'a pas suivi vraiment grand conseil. On a comme planté un peu n'importe où, n'importe quoi. Puis là, on a vu qu'il y a des choses qui étaient un peu spéciales, comment ça poussait. Là. Je pense juste aux citrouilles, les courges. Là. Ça vient gros, hein? C'est incroyable. Puis ça. Ça vient très grand, ça prend beaucoup de place, puis les gens, quand on commence, on ne le sait pas. OK, Mais ben c'est moi, parfait que tu te plantes, hein? Parce que se planter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a germé. Oui, Quand ben, on fait des erreurs, c'est effectivement. là qu'on apprend. Ben là, je voyais les concombres qui venaient s'accrocher ces grilles, la citrouille aussi. Tu sais, vraiment, tout ce qu'elle peut s'accrocher, elle va Ouais. s'accrocher. Donc, Puis quand elle ne peut pas s'accrocher, elle court.
Ah oui? Ça court au sol, mais ça court grand. OK. T'as dû comprendre Oui, ça, oui, là. oui, j'ai vu, là, effectivement. Par contre, mes betteraves, ça a été un flop total. Ça, je sais pas pourquoi, mais on essaie. Puis là, ben, cette année, j'ai décidé même de m'acheter une serre de 20 pieds par 8 pieds. On va voir ce que ça va donner, où ça va nous mener. C'est sûr qu'il y a le volet peut-être chauffage à y penser pour l'hiver. Mais bon, qu'est-ce que tu me conseilles, moi, qui est à ma deuxième année à... Bon, on a acheté des semences, là. On va semer à peu près peut-être une quinzaine de choses différentes. Puis on a commencé les semis en fin de semaine, mettre ça sur le bord des fenêtres. OK. Écoute, Karen, t'es le client idéal. Oh! C'est le client que je recherche le plus parce que c'est lui qui me motive encore plus pour pouvoir lui montrer le chemin, puis dire que, regarde, la montagne n'est pas si grosse que ça, là, puis je vais te montrer les petits chemins parce que moi, je les connais. Donc là, ce que tu me dis, c'est que tu viens de commencer, ça fait 2 ans. 2 ans que tu as ta maison, tu disais? Non, là, j'embarque dans ma deuxième année, ouais. OK, dans ta deuxième année. Ouais. Puis là, tu as mis une serre à l'endroit où est-ce que tu avais mis ta verge de terre que tu me disais tantôt. Ben là, la serre est encore dans ses boîtes. Ah, OK, parfait. Non, mais c'est bon parce que là, il y a Oui, encore de la neige quand oui, même. Là. j'attends que la neige nous quitte et ça va être le montage de la serre. Ouais. OK, parfait. Donc, tu sais déjà où ce qu'il est. Tu sais ton ensoleillement, à quoi ça ressemble. Oui. Quelle sorte de soleil que tu as. Je sais pas comment qualifier le soleil, mais Combien de temps? Tu me disais qu'il était au sud. Fait que déjà, Ouais. moi, ça me donne une bonne idée. Là. Combien de temps le soleil est directement à cet endroit-là dans ta journée sans qu'il y ait d'arbres qui fassent de l'ombre et tout ça, là? Pas mal. Les arbres, la façon qu'ils sont placés, j'ai vraiment comme une fenêtre là, entre Fait qu'il y a l'arbre de la toujours, voisine et... ouais, il y a toujours du soleil qui va taper sur cet espace-là. oui, Bon, ben, on va dire que tu es à plein soleil. Donc, tu as de 6 à 8 heures de soleil franc sur cet endroit-là. OK? je pense que oui. Fait que ça t'ouvre énormément de portes sur les plants que tu peux mettre. Et les plants de légumes, beaucoup ont besoin de plein soleil. Fait que tu es en un endroit parfait. Donc là, quand tu vas être prêt à mettre ta serre, est en quel matériau ta serre? Polycarbonate, je pense. Je sais pas Le si... plastique, Ouais. le plastique autour, puis c'est-tu un frame de métal, un frame de bois? Aluminium. Aluminium, OK, c'est bon. Donc là, il va falloir que tu penses à ce que ça soit ancré au sol, Oui, pour pas que ça parte au vent. exact. Est-ce que c'est un endroit, parce que des fois, il y a des couloirs de vent. Est-ce que l'endroit où tu l'as mis, est-ce qu'il y a beaucoup de vent qui passe à cet endroit-là quand il y a des gros coups de vent? Ou c'est quand même plat? Ou, Non, moi, je pense que je suis quand même assez protégé là, de la façon que c'est placé. Là. Non, je pense que ça a du sens. OK, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a dans ta serre, parce que je ne sais pas toujours comment ils sont construites quand on les achète. Tu me disais que tu l'avais acheté sur Tému. Tému. Bon, Je sur suis pas Tému. très fier d'avoir acheté ce Tému, Non, mais non. bon, c'est ça. Hey, il y a des enfants qui l'ont fait! Oui, oui. Mais ça là, on ne juge pas. Hein. Il faut commencer quelque Ben part. oui. Encore là, c'est nos expériences. Il faut commencer quelque part. On ne peut pas commencer en étant déjà avec du stock de professionnels quand on ne sait même pas si on va aimer ça. Fait qu'il faut commencer quelque part. Fait que Tému, c'est bien parfait pour ce que tu as acheté. Donc, l'ancrage, puis là, je veux savoir, il faut que tu vérifies, quand tu vas la monter, vérifie comment la circulation d'air va sortir. Il y a une fenêtre. Il y a des fenêtres qu'on peut ouvrir. Tu peux ouvrir des fenêtres. Ouais. Bon, parce qu'il y en a des fois que c'est le toit qui s'ouvre, des fois c'est sur le côté qu'il faut lever ben là, je parle de polythène parce que moi, j'ai toujours vécu en polythène, mais c'est un plastique, là, plastique malléable. Et sinon, ben, au moins avoir une bonne fenêtre au fond et avec la porte pour que l'air circule bien. Puis si vous voyez à un moment donné que ça ne circule pas assez, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez vous créer trop d'humidité ou que la température monte vraiment très haut. Parce que quand le soleil est dessus, mettez-vous sous une cloche de verre, là, il va faire très, très, très chaud. Ça peut monter vraiment, vraiment beaucoup. Fait que si vous êtes à 25, ben, dites-vous que dans la serre, là, il fait plus que 25. C'est pour ça que la circulation d'air est importante. Parce que là, c'est quand même des êtres vivants qui sont dedans, des plantes. Et eux autres aussi, ils ont un seuil que ça peut devenir dangereux pour eux autres. Là. OK. Ben, c'est tous des très bons points. On va partir peut-être avec ça. Léon, on pourrait retourner en musique, puis on va voir c'est parfait. après, on s'en va où avec d'autres étapes. Excellent. Merci.
Alors, la musique était assez courte. C'est vrai qu'il l'a mis, t'aurais dû checker 2 fois. Ben oui, mais c'est ça. Écoute, on met des musiques, on écoute le début, on l'écoute pas au complet. Euh, pour en revenir aux expériences du jardin, évidemment, j'ai eu à couper le gazon, enlever ça, à voir un peu la terre qu'il y avait en dessous. Et il y avait quand même certaines fois des vers de terre et d'autres fois des... je sais pas, c'était vraiment plus gros, on dirait des Mais larves, là. C'était-tu noir? Non, c'était blanc. Ah, les gros vers blancs? Ouais, Tu avais des gros vers blancs? OK. ça c'est pas bon, Ben, quand c'est tu bon. tu m'as parlé, ben, en fait, les gros vers blancs mangent les racines de ta pelouse, de la Oh. pelouse en dessous. OK. Puis, comme tu me disais tantôt, la pelouse qui était là n'était pas très belle. Non. Fait que c'est le hanneton qui va pondre sur le sol, qui va faire que la petite larve va se creuser en dessous le temps qu'elle grossisse. Puis à un moment donné, il y a toute une évolution pour ça, là. OK. Mais elle se nourrit des racines en dessous. Fait que là, de ce que tu me disais de la pelouse, elle n'était pas très en forme, donc ne pouvait pas combattre grand-chose. Et les hannetons, tu me disais qu'il n'y en avait pas beaucoup, là, ce qui était disparate. Donc, ça fait des belles plaques, ça, où aller pondre. OK, Fait que c'est effectivement. encore mieux. C'est encore Fait mieux que pour le jardin à mettre pour la- par-dessus? Non, pour l'hanneton. Non, mais pour ton OK. jardin par-dessus, Oui. non. Je pense pas que tu aies de problème parce que là, eux autres, ils mangent les racines. D'accord. Ils ne mangent pas les racines de tous les arbres, là, OK. puis de toutes les plantes, là. Puis il y avait l'arbre de la voisine qui était là, que je me suis amusé. Mais voisine, s'il vous plaît, Oui, ne c'est m'en ça, venez là. pas rigueur. J'ai coupé une portion de branche qui était dans les jambes. Les racines qui étaient au Ouais, sol. la racine qui était au sol, qui était quand même... Sinon, il a fallu que je monte ma butte pas mal plus haute, là. Fait que là, tu étais-tu en train de me dire que tu as creusé pour mettre ton Un petit peu. OK. Ben, juste pour au moins enlever la... La couche de couenne? Ouais. Ouais, OK. J'en- T'en as mis comme un épais à peu près de terre? Je sais pas. Là, je te fais comme un vrai client, hein? Oui, à peu près, je sais pas, cette hauteur-là. peut-être, OK. Ben, probablement que ouais. tu aurais juste mis des cartons ou des. Ça aurait été correct. Ça aurait été correct parce Je- que ça aurait fait mourir la pelouse qui est en dessous, OK. tout simplement. Parce que c'était comme au ras. C'est comme si j'ai enlevé le gazon, puis la racine était direct là. Puis là, ben, je voulais Oui. comme égaliser, OK. puis qu'il a mélangé à terre. Fait que, OK. elle était comme dans mon chemin. Ben, la racine, là, si ta voisine ne nourrit pas son arbre Ouais. et que toi, tu donnes toute l'amour et la Ouais. nourriture que ton Ouais. jardin a besoin, l'arbre va aller piger dans ton jardin. Ah, OK. OK? Fait que fais pas de saut. Donc Quand ils ont là, dit piger, qu'est-ce qu'il va faire exactement, l'arbre? ben, l'arbre va, lui, il cherche à manger, OK? Ouais. Dans la nature, ça se fait tout automatique, OK? Les feuilles tombent, puis le cercle, le cercle au complet se fait de façon naturelle. Ouais. Nous autres, on enlève tout. Donc, on enlève la partie nourriture qui tombe au sol. Fait que là, on se retrouve avec une plante qui a de moins en moins de nourriture dans son espace de terre. Fait que là, la terre devient un support, mais il n'y a pas de nourriture dedans. Fait que là, quand on en a, les plantes ne sont pas folles, là. Ils ne s'arrêtent pas à 2 mètres parce que c'est ce qu'on a décidé. Mhm. Fait qu'elle va aller faire des racines en conséquence pour aller chercher la nourriture où elle est. OK. Même affaire quand on dit que les racines brisent les solages puis brisent les tuyaux, c'est parce que ton tuyau, il y a une craque. Parce qu'il y a un espace, il y a de l'eau qui coule. L'arbre a besoin d'eau. Si tu as un arbre qui a besoin vraiment beaucoup d'eau, ben il va aller chercher, il va le sentir, c'est certain, puis là, il va aller s'installer. Donc, à qui la faute? D'accord. Parce que je suis comme entre l'arbre de la voisine, j'en ai un autre petit arbre arbuste, là, je sais pas comment je pourrais l'appeler. Puis moi, je suis comme entre les deux que je me suis fait ça sur le long. Là. OK. Faudrait que je me... Que si j'avais une photo, ça Oui, m'aiderait, là. exact. Mais on va y aller avec déjà les informations que tu me dis là, ça m'en dit beaucoup. Donc là, si tu me dis que ton petit arbre au bout, là, ben lui, si c'est juste un arbuste, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes. Ouais. Si C'est ça l'arbre de la devient plus voisine qui gros, est plus gros. Là. oui. Lui, il a pas mal de feuilles. Là, Mais il faut qui quand même que tombent tu en nourrisses ton arbuste, là, si tu veux qu'il reste beau. Ah, OK. OK? faut nourrir, faut nourrir. Puis, Puis nourrir avec quoi? Parce que là, moi, je suis tombé sur un autre sujet. J'ai fait mon propre compost moi-même que j'ai laissé l'été dernier jusqu'à maintenant. Et j'ai même continué à garder les affaires pendant l'hiver. Puis je brasse ça avec ma pelle. Parfait. Donc, Bien, ça, tu vas t'en servir? ouais, je peux mettre ma couche là avant de Absolument. remettre ma terre par-dessus, c'est ça? Oui, bien, tu peux le mettre sur le dessus tout simplement, dessus. puis planter. Ou faire ton trou, mettre une poignée de compost, puis OK. planter. C'est comme tu veux, en fait. C'est que tu es en train de nourrir ton sol. Là. Puis si mon compost n'est pas complètement tout Mature. mature, j'ai vu ça dans des vidéos, là, ils mettaient quasiment carrément le compost pas trop Pas trop de fête, pas oui. trop d'effet, puis ils venaient mettre la terre par-dessus. Bonne ou mauvaise idée?
Ben, ça va se décomposer. Ça va juste Ouais. décomposer En autrement. dessous. Tu sais, on a une idée d'un compost très, très beau à l'œil, puis qui sent pas et tout ça, mais tout le processus naturel, il n'y a personne dans la forêt qui attend que ça devienne tout défait pour pouvoir le mettre au sol, là. Fait que ça se fait, là. L'année dernière, j'avais même essayé le vermicompost, mais ça n'a pas Ouais. été un succès. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pas bien fait. La dame était très drôle, celle qui T'as m'a pas fait vendu. mourir tes petits vers. Oui, ben je sais pas, on dirait. Ils ont eu faim? À un moment donné, là, il se promenait dans le petit bac de plastique, puis je trouvais qu'à un moment donné, il restait tout pris en moton. Puis ben là, à un moment donné, j'ai décidé, j'ai dit, hey, vous ne resterez pas en moton, je vais vous répartir dans le bac, là. Puis c'est... Parce que là, il se promenait pas assez entre les étages. Fait OK. que je sais pas si c'est à partir de là que j'aurais pas dû les manipuler autant. Puis il y en a qui essayaient de sortir du bac, puis là, il y en a quelques-uns qui sont morts comme ça. Puis à un moment, ça c'est comme juste... Ben moi, je les entends dire j'ai faim ou il y a trop d'eau. OK. Ou peut-être j'ai trop donné de stock à manger, Non, peut-être? t'as Non? pas trop de stock à manger, parce que trop de stock à manger, ça aurait commencé à pourrir parce que les autres n'auraient pas, il y aurait pas, il y aurait trop de nourriture par rapport à leur capacité de les défaire, là. Mais si tu avais trop d'eau dans ton eau, tu sais, les vers de terre, quand ils mouillent, là, Ouais. tu les vois sortir du sol. Pourquoi? Parce que leurs petits canals sont en train d'être trop remplis d'eau. Mhm. Donc, ils doivent sortir de là, sinon ils vont se faire asphyxier. Donc, la même chose. Là, ce que je me dis, bon, ils étaient tous ensemble. De un, Ils eux se autres, ils ont leur... reproduisaient aussi, je Ouais, pense qu'il y mais en a oublie des pas qu'eux petits. autres, là, ils ont leur propre vie, OK? Ouais. Fait que c'est de l'observation qui t'a manqué. Parce que c'est pas toi qui décides, tu vas à droite, tu vas à gauche. Eux autres, ils ont le bac à... Ça, c'est Ah leur ouais. monde. Ouais. Fait que selon ce que leur monde leur donne, ben ils vont s'ajuster. Donc, s'ils vont pas en haut, en bas, ben c'est probablement que là, ils étaient peut-être en carence, puis ils disaient, OK, là, on se tient en gang, là, parce que sinon, ça va peut-être être difficile. On sort. On sort pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à manger ici. Ah, mais il restait plein de choses à Il manger. restait plein à Ben manger? oui, OK. il en restait plein à manger. Peut-être que je n'ai trop mis. Je sais pas, mais Est-ce que la population était rendue trop grande? Ça me surprendrait. ben, j'ai vu que ça avait créé des plus petits vers, effectivement. Bon, Là. ben déjà, ça, c'est une belle observation Ouais. de ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que tout a chamboulé. Est-ce que tu prends des notes quand tu fais des expériences comme ça? Non, faudrait. Ah, ça, là, puis pour ta serre, là, puis toutes tes Ouais. plantations, là, prends des notes. Tu sais, là, tu te rappelles que tes citrouilles ont pris énormément de place, tes concombres aussi, ça s'est accroché partout. Donc, prends des notes pour sauver bien du temps Oui, effectivement. au fil des années. Ah ben c'est bon. On va partir avec ce deuxième blitz-là. On retourne en musique avec, cette fois-ci, j'espère, quelque chose de plus long comme pièce. C'est le printemps de Stacy Kent. À KSP veut savoir. Savoir de retour, ben, elle était un petit peu plus longue, la pièce. C'est le printemps de Stacy Kent. Parfait. Ah, moi, c'est bien, c'est déjà plus long, c'est bien. Ben oui. Continuons un peu dans les échanges de jardinage. Bon, j'expliquais un peu ce qu'il avait réussi l'année dernière. J'avais parlé évidemment là, des citrouilles, concombres un petit peu. Les tomates, ça a été incroyable. Tomates cerises, j'en ai donné aux voisins. Je l'ai amené à job. Quand c'est mûr, il faut y aller, là, parce que là, il y en avait beaucoup. J'ai même tenté avec la fin de la saison, ben là, il n'y a plus assez de soleil. Il était comme jaune, verte. J'avais écouté sur Facebook quelqu'un qui faisait des genres de trucs à la nette ou cornichons un peu avec. Ouais. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Il y a juste moi qui ai trouvé ça bon. Mais je trouvais ça bien, là, tu sais, le vinaigré un peu, ou avec de l'ail. Ou, Oui, mais ça, c'est parfait parce que tu veux que ton produit ou ce que tu as acheté te dure encore plus longtemps dans ton année. Exact. C'est excellent. Puis, tu iras voir sur ma page YouTube, là, Cathy Picard, Horticulture et Croissance, j'ai justement des vidéos sur les tomates qui te dit quoi faire quand tu es rendu vers l'automne, là, qui commence à faire plus froid, puis les journées plus courtes, mais que tu as encore des tomates sur ton plant de tomates. Qu'est-ce que tu dois faire pour maximiser ce qu'il y a déjà? OK. Parce que, tu sais, il y a quand même, tu es rendu au mois de, disons, septembre, là, fin septembre, puis tu as encore des petites fleurs qui commencent. Mais tu sais très bien que ces tomates-là ne viendront jamais à maturité. Bien, enlève-les. Parce qu'une plante, là, en fait, c'est un réseau énergétique, OK? À circuit fermé. Donc là, où est-ce qu'elle met son énergie, ça ne sera pas ailleurs. Fait que si
tu as des fleurs qui ne viendront pas à maturité et que tu les enlèves, ben, l'énergie qui était supposée aller sur ces fleurs-là vont aller sur tes tomates qui sont déjà en train de se former. OK. Donc là, tu vas maximiser l'énergie que tu as. Et savais-tu que tes tomates, là, même s'ils ne sont pas complètement rouges, tu peux les ramasser? Ben, c'est ça que j'ai fait, là. Il finissait de... J'ai laissé sur le bord de la fenêtre, on dirait, puis il continuait à... Tu sais que sur le bord de la fenêtre, là, c'est beau, puis ça vient de, ça vient de plein d'histoires, là. Ouais, Mais en fait, c'est la chaleur. ouais, OK. Parce que chez mes parents, ils font la culture de... Là, c'est ma sœur qui a ça depuis au moins plus que 10 ans. Et les plantes, les tomates sont dans le sous-sol. OK. Donc, ils ne sont pas sur le bord de la fenêtre. Mais on contrôle la température. Comme ça, on peut décider s'ils mûrissent plus vite ou moins vite. OK. Tout simplement. Ah, super. Fait que ce soit dans le sac de papier, sur le bord de la fenêtre, essayez d'éviter par contre de les mettre au frigo. Ouais. Parce que ça enlève ça le coupe goût, le goût. Là, ça Ouais. va plus loin là, dans le processus, là, mais ça coupe le goût de ce que c'est une tomate. Exact. Excellent. Puis, de bons conseils depuis le début de l'émission. Ce que je comprends dans ce que tu offres actuellement, bon, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Je pense que tu as des formations également, formations en ligne, des ateliers. Donc, Oui, tu ben vas en écoute, parler un peu. mes formations en ligne, là, c'est mes ateliers conférences que je fais rouler depuis 2 ans. Et là, je les mets en web. Puis présentement, il y a un pré-lancement. Là, mars va finir. Là. Donc là, c'était en mars. J'avais cinq titres. J'avais un jardin sur mon balcon pour ceux qui commencent puis qui aimeraient ça ou qui ont un appartement puis qui aimeraient donc ça avoir un jardin, mais qui sont sur un balcon. Donc, ça va les aider à savoir quoi regarder, comment commencer. Les dommages hivernaux, quoi faire? Ça s'en vient, là, puis on voit que nos branches sont cassées. Puis quand on ne connaît pas ça, on ne sait pas si on va briser notre plante, elle va survivre et tout ça. Bon, c'en est un qui est d'actualité. Comment planifier et calculer les bonnes quantités de végétaux avant qu'on fasse les achats? On aime tout ça, aller au centre jardin, puis finalement, on se rend compte qu'on en a bien trop. Ça vient bien plus gros qu'on pensait. Donc, réfléchir à tout ça. Après ça, j'ai le truc d'arrosage. Tu sais que l'arrosage, là, c'est un art. OK. C'est un art. Quand tu as une grande serre, là, puis que les plantes que tu as à l'intérieur n'ont pas la demande en eau, il faut être conscient de ce qu'on fait. OK. Puis quand les plantes grandissent aussi, petite plante va prendre un peu d'eau, mais la grande plante va en prendre beaucoup plus. Fait qu'il faut pallier à ça. OK. Moi, je te là avec mon boyau, j'arrosais tout égal, toute la gang. Ben, j'ai eu des beaux tournesols. Ça, c'était le fun. Oui, ça a bien fonctionné. Oui. Écris-le dans tes notes pour que l'année prochaine, tu saches où tes amis, Ben là, qu'est-ce que tu as fait. je vais essayer de faire les 3 sœurs cette année. Là. Je vais essayer de mettre la courge avec haricots puis tournesol ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Ah, C'est les quelque chose trois- que tu vas manger. Ben, les tournesols, non. Je me suis pas rendu aux graines, mais les 2 autres, oui. Un tournesol, en plus, si ça peut juste être beau, c'est parfait. Ah, c'est beau, tu donnes Parce un que cadeau. Parce que les gens, des fois, veulent faire de l'accompagnement, ou bien comme les 3 sœurs, comme tu dis, mais ne vont pas aimer 2 sur 3 ou 1 sur 2. C'est pas obligé là, de faire l'accompagnage. Voyons, ce mot-là, là, Oui. l'accompagnement non plus. C'est pas obligé. Bon, ben, génial. Ben, parfait. Merci pour les suggestions d'atelier. Là, je vois le temps qui a avancé, déjà 13h30. Je ne sais pas si mon ami en ligne va nous rejoindre. On a pas encore d'appel, fait que Sinon, c'est correct. Là. ben, je vais l'appeler à la pause. On verra comment planifier la suite. Puis on regardera pour faire peut-être une petite conclusion, là, comment on regarde. Ou si tu veux rester le reste de l'émission, libre à toi. Il va y avoir d'autres invités. Fait qu'on pourra, à travers le reste, avoir des enfants. Peut-être qu'il y a des messages à passer. Ah oui, ben oui. Je veux papa, il va qui parler. Bon, sur ça, on y va en musique avec Heureux d'un printemps. Hein? Paul Piché. Ah, c'est bon ça. Nice. Nice. De retour en ondes, KSP veut savoir beaucoup d'actions qui se passent. J'ai un ami qui est arrivé avec ses enfants. Il va participer à notre émission. Et j'espère entre-temps avoir mon ami Martin Poirier qui se connecte ou qui nous appelle. Ça faisait longtemps qu'on s'était parlé. On s'était dit à 1h30 et 1h43. Mais c'est pas plus grave que ça. Pas stressé aujourd'hui. Donc, continuons avec le volet jardinage. Jardinage avec les enfants, avec les ados. J'imagine que c'est quelque chose, Cathy, c'est dans l'air du temps. Moi, j'aimerais ça que les enfants et les ados participent. C'est certain que c'est tellement nourrissant de savoir quoi faire avec nos plantes. Puis
en apprenant aux enfants comment ça fonctionne, parce qu'on l'a perdu un peu avec le temps, hein, en étant en ville et tout ça, de moins en moins, on s'éloignait. Et de revenir et de leur apprendre que, regarde, ce que tu vois dans le centre d'achat, là, que tu vois au supermarché, ça pousse quelque part, ça, c'est un être vivant, il ne part pas de rien. Il ne part pas du camion au magasin. Il y a tout un processus en arrière que la plante grandit et tout ça. Puis que les enfants se mettent la main dans la terre et qui disent Hey, mes tomates cerises, puis ça, ma tomate cerise, c'est comme enfant et tomate cerise, ça va ensemble. Là. Ils peuvent aller chercher leurs tomates cerises qui ont eux autres mêmes planté, qui ont eux autres mêmes donné de l'eau, pris soin, puis là, ils sont capables de dire ben je vais aller chercher mes tomates. Puis ce qui est le fun dans une tomate cerise, c'est que tu peux aller chercher n'importe quand, parce que quand ça commence, là, c'est comme tu dis, il y en a beaucoup. Puis là, tu te cherches, là, tu te fais un réseau pour pouvoir donner ce que tu as de trop. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est comme des bonbons. Fait que tu peux laisser les enfants aller dans la serre puis dire allez vous chercher des tomates, les enfants, là, en n'importe quand. Là. C'est pas des. On parle là, je dis c'est comme des bonbons, mais le sucre est bien meilleur, puis l'énergie que ça donne est de beaucoup meilleure. Exact. Fait que oui. Fait que les adultes, là, s'il y a des parents qui voudraient faire partir ça chez eux, puis qui ont besoin d'une consultation, bien, je fais des consultations à domicile. OK. Puis si les gens sont un peu trop loin par rapport à où ce que je suis, je peux le faire aussi à distance, en Zoom. Puis comme je te disais tantôt, quand il me manquait, il aurait fallu peut-être une photo que j'aurais mieux compris. Ben, quand c'est à distance comme ça, on s'entend sur envoie-moi c'est quoi l'espace que tu as et moi, je vais te poser plein de questions. Puis en plus, qu'est-ce que je fais, là, ce qui est vraiment le fun, c'est que j'enregistre, que ce soit à domicile ou à distance. À distance, j'enregistre notre conversation avec les photos qu'on a eues et tout ça. Puis tu peux le réécouter parce que je t'envoie le lien YouTube qui n'appartient qu'à toi, qu'il y a juste toi qui peux voir. Et tu peux te rappeler dans 3 mois, dans 6 mois, l'année prochaine, qu'est-ce que Cathy m'avait dit? Parce qu'en une demi-heure, à distance, je fais des une demi-heure ou des 1 heure. J'en dis beaucoup. Pas pour rien que mon adresse mail, c'est Cathy Conseil, puis Conseil, il y a un S à la fin. Là. Fait que je dis pas juste un conseil. Fait que ça fait... J'en dis plein! fait que ça fait beaucoup de choses à se rappeler. Puis comme on sait, quand on dit trop de choses, à un moment donné, le cerveau, il ne s'en rappelle pas. Donc, c'est important pour moi, c'est important que mon client puisse se rappeler qu'est-ce que je lui ai dit pour qu'il rentre que ce soit entre l'argent qu'il m'a donné pour que je puisse lui donner mes conseils, qu'il puisse s'en rappeler là, sur le long terme. Exact. Puis peu importe peut-être l'espace qu'on a, tout est possible. Tout est possible. J'en ai vu, c'était quand j'étais allé mener mon ado, puis il y avait une lumière quasiment un genre de fluorescent mauve sur le bord de fenêtre. Donc, ça a l'air des lumières de croissance. C'est des lumières horticoles. OK. Souvent, il y en a des moins bonnes, il y en a des bonnes. Tému, je ne serais pas sûre, là, mais... Ouais. Moi, je suis pas vraiment sûre, là, c'est fait par des enfants, je suis Ouais, pas très sûre. Mais regarde, on les essaye. C'est sûr qu'il y a du bon puis il y a du moins bon, mais peu importe, on l'essaye. Et oui, ça peut être à l'intérieur. Il faut juste avoir les connaissances pour apprendre les bons produits pour avoir les bons résultats, mais ça peut être tout petit. Quand je te reparlais tantôt, là, un jardin sur mon balcon, ma formation là-dessus, il faut juste savoir, puis il faut juste savoir la base, quelle lumière ils ont besoin. Puis après ça, savoir arroser. Ça vient me dire que j'ai une formation que j'ai mis qui s'appelle « Mes premiers pas en horticulture ». Puis celle-là, là, c'est toute la base de la base. Peu importe la plante que tu vas acheter, peu importe laquelle que tu vas t'occuper, c'est la base à savoir. Celui-là, je l'ai vraiment construit pour ceux-là qui s'arrachent les cheveux, pas qui s'arrachent les cheveux, mais qui s'avancent pas à faire de l'horticulture parce qu'ils savent pas par où commencer. Ça, moi, il y a bien d'autres sujets sur lesquels c'est très flou pour moi parce que la montagne est trop grosse dans ma tête. Mais d'avoir quelqu'un qui te dirige pour dire, regarde, premier point, deuxième point, avec ça, tu peux te débrouiller sur beaucoup de choses. Ça, c'est ma plus belle formation présentement. Ah ben génial. Mais elles sont toutes belles, en fait. Excellent. Ben écoute, un gros merci des partages. Tu pourras revenir quand tu veux. Je pense que c'est vraiment intéressant et puis tout le monde peut apprendre de ça. Puis je parlais souvent de ce que je trouvais de temps en temps en ligne, mais quoi de mieux que quelqu'un qui se connaît depuis des années et d'avoir des bons conseils. Là, je pense que tout le monde là-dedans
qui est néophyte, qui aurait un intérêt, mais qui ne savent pas, comme Oui, tu c'est disais, ça. par où commencer. Là. Puis moi, je suis une fille de la Côte-Nord, OK? OK. C'est pour ça que tu entends un petit peu d'accent, là, OK. ça vient de là. Puis je suis née dans un centre-jardin. OK, Je suis tombée, là, je suis pas dans le chaudron de soupe, mais dans le chaudron de terre, là. d'accord. Donc, c'est mon bagage avec les cours que j'ai pris aussi, pour que je veux maintenant pouvoir donner cette chance-là à tout le monde de pouvoir être capable de faire pousser n'importe quoi facilement. Bon, ben génial. Le mot est lancé. Alors, ça sera à la prochaine. Un gros merci encore une fois. Puis, on continue avec, évidemment, encore une autre pièce, Le Printemps, de Michel Fugain, à KSP veut savoir. Ah, on est de retour. Il y a beaucoup d'actions en même temps. J'ai dit parle, Parle, mais parle, tu réponds parle. même pas, là. Bon. On est avec d'autres invités. C'est une émission pleine de surprises, plein d'invités. On devrait avoir Martin Poirier éventuellement en ligne qui va nous appeler. Martin, j'ai essayé par Messenger, mais je vois que tu es en ligne. Alors, quand tu auras une chance, appelle-nous peut-être dans 10 minutes. J'ai quelqu'un que tu connais en ligne qui va être ici. Surprise, surprise. Alors, je laisse mettre les écouteurs et peut-être dire quelques mots au micro. Tu vas le reconnaître. Bonjour Martin. Alors, qui est cette voix? Tu peux te nommer si tu veux. Alors, Michel Tisdel, je suis un ancien agent de migration à Place aux Jeunes en région et également président du conseil d'administration pendant quelques temps aussi. Bon, ben génial. Merci Michel d'être présent. Et qui as-tu amené comme invité? Ben, j'ai comme invité mon grand garçon, Elliot, qui a fait un magnifique voyage dont on va souhaiter vous parler aujourd'hui. Donc, Elliot, il y a 11 ans. L'an dernier, Elliot et moi, on a eu la chance de visiter un pays extraordinaire qui est l'Autriche, mais plus particulièrement la ville de Vienne. Donc, c'est ce dont on veut vous faire état aujourd'hui. Donc, un beau voyage qu'on a fait ensemble l'an dernier, juste avant le week-end de Pâques l'an dernier. Donc, j'ai vraiment aimé cette expérience-là. Elliot, toi, est-ce que tu as aimé ça? Ouais, Tu as aimé ton expérience? Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience, Elliot? surtout que c'était un voyage. C'est un voyage, oui. Ouais, c'est sûr, ouais. C'était ton premier vol transatlantique? Ouais, ça m'a vraiment marqué. Surtout que j'avais déjà fait un voyage avant, mais j'étais trop jeune pour m'en souvenir, donc je m'en souviens vraiment bien. Puis c'était un beau souvenir. Qu'est-ce que tu conserves comme souvenir le plus marquant de la ville de Vienne? Surtout en arrivant, j'ai tout de suite remarqué que c'était pas comme mon pays d'origine, le Canada. Fait que, ouais, c'était pas mal ça. Là. OK, très bien. Ben c'est ça, en fait, on a eu la chance de visiter cette ville magnifique-là. C'est une ville qui est fascinante, qui est une des plus agréables à vivre au monde, pour sa qualité de vie. On a remarqué quelque chose, Elliot, toi et moi, c'est que la ville était aussi très silencieuse. On n'entendait pas grand-chose. Hein? Ouais, c'est vrai. Puis il y avait beaucoup de pigeons aussi à l'intérieur de cette ville-là. Mais c'est une ville là, qui a des grands espaces verts, des magnifiques parcs. Et puis pour les auditeurs qui nous écoutent, là, c'est pour comparer la dimension que cette ville a. C'est que c'est, par exemple, Lévis, elle fait 444 km². Bien, Vienne, c'est 415 km², donc de surface. Fait que c'est une ville qui est vraiment de taille moyenne et il y a quand même 1 800 000 habitants qui y vivent. Et puis, on a eu la chance là, de marcher dans les mêmes pas que Mozart, Beethoven, Sigmund Freud, le neurologue. Donc, on a eu une belle expérience. Puis surtout, t'as-tu aimé ta visite du château de Schönbrunn? C'est bizarre comme nom, mais c'est vraiment cool à l'intérieur. Oui. Parce que c'est un château tout court, donc là, c'est grand, puis c'est vraiment le fun à voir. Là. Oui, tout à fait. Tu sais, la famille, c'était la résidence d'été des Habsbourg. Donc, c'était dans le temps, là, ça a été bâti dans les années 1700. C'était une place magnifique. Puis surtout, moi, j'y allais pour le côté historique aussi, de voir cette rencontre-là qui était importante. Il y a eu une rencontre qui va fêter son 65e anniversaire. C'est la rencontre de Khrouchtchev avec JFK, le président John F. Kennedy, qui a fait cette rencontre-là. C'était à la demande du président russe
qui, lui, avait invité JFK, 35e président des États-Unis, pour vraiment... Oh, on en appelle. Oh. Si tu veux, attends. Viens, Karim. OK. Ah, d'accord. Donc, on va... Oui, c'est ça, ça se bouscule, c'est parfait. On va... donc, ben, peut-être juste poursuivre avec l'histoire de cette rencontre-là. Président russe, président américain, qui, les 3 et 4 juin 1961, se sont rencontrés au château de Schönbrunn dans une des grandes salles qui est ornée de différents... de différentes œuvres d'art. Et puis, donc, on ressentait encore l'ambiance de cette rencontre-là qui était très marquante parce qu'on y a jasé de désarmement nucléaire et tout. Léo, tu peux-tu mettre mon micro, s'il te plaît? Oui. Merci. Donc, voilà. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Déjà, pour un adulte, de voir ces choses-là, les châteaux, là, je pense juste ton fils, là. T'es tout petit puis t'as vu ça, là. Écoute, moi, je pense... Non, j'ai pas vu de château. J'ai été en Europe, mais j'ai pas vu de château. OK. Je fais juste regarder ça par rapport au film. Oui. Mais là, vous autres, vous l'avez vécu pour vrai. Oui, bon, on a marché sur les pas de la princesse ici, donc c'était intéressant. Oh mon Dieu, ma mère a capoté. Ouais, oui. Ben, c'est sûr, c'est une ville qui est une des 5 villes les plus riches d'Europe. C'est une ville qui est à découvrir. Moi, je voulais vraiment vivre ça avec mon gars. J'ai 2 autres garçons, puis je veux faire éventuellement des séjours en Europe avec eux aussi pour vraiment leur faire découvrir un côté de la culture, un côté vraiment juste de... Qu'est-ce que c'est une belle qualité de vie? Là? Tu sais, dans le fond, en Europe, il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup de lieux historiques, il y a beaucoup de cafés aussi. Veux-tu raconter l'histoire du café, Elliot? T'es-tu allé prendre du café? Non. Non? T'as-tu pris des croissants? Ah oui, ça me venait pas. C'était un café central. C'était le café central, c'était un café vraiment populaire. La file était super longue. Elle faisait quasiment le tour du bâtiment, mais elle était en ligne droite, là. Wow! Puis il y avait comme... Moi, j'ai pu goûter à une expérience culinaire. C'était un petit gâteau au chocolat. En gros, c'était juste du chocolat. Avec un peu d'or dessus. Ah Puis oui? l'or, ça goûte bon. T'as mangé de l'or pour vrai? Ouais. Ta valeur a encore augmenté, ça veut dire? Ouais. Ben, Oui, c'était une expérience marquante, Wow! surtout que Freud est déjà allé dans ce café-là. Donc, un café historique et puis qui est bien situé là, dans le cœur de la ville. Là, probablement que tes enfants ne comprennent pas encore à quel point c'est magnifique parce que tu dis des noms que peut-être que tu n'as pas parlé très profondément Non. de ce qu'ils ont fait dans la vie. Mais quelle chance! Tu sais, quand les enfants voyagent à cet âge-là, pour eux, c'est normal de voyager. Ils ne comprennent pas à quel point ils ont la chance que leur père les amène en voyage en Europe pour faire voir des châteaux, manger de l'or. Écoute, Ouais. pas tous les enfants qui vont pouvoir dire j'ai mangé de l'or dans ma vie, là. Non, c'est vrai. Puis tu sais, de leur faire... parce que mon grand garçon, Elliot, il est excellent en mathématiques. Fait que je voulais lui faire découvrir aussi tout le côté de la musique, le côté des arts aussi, qui est vraiment très présent là-bas. Puis il est revenu avec de multiples connaissances, comme par exemple que l'Union européenne est constituée de combien de pays, Elliot? 27 27 pays. C'est ça. C'est correct, là, c'est correct. Il y a Ouais, beaucoup de non, c'est pression, là. Fait que c'est ça, c'est vraiment une belle ville, une ville prospère, une ville qui est considérée comme ayant un coût de vie modéré par rapport à Londres et à Paris. Fait que c'est une ville qui n'est pas à la portée de tous, mais quand même qui vaut bien son surnom de la ville des rêves, de la ville de la musique aussi. Donc, avec 7,5 millions de touristes, là, ça vaut la peine comme ville à visiter. Et puis, Pas trop de misère avec l'accent? Ben, oui. Tu comprenais bien ou c'était plus difficile parfois? Ben, parfois c'était difficile, mais sinon, j'y comprenais un peu grâce à mon père. Oui. Ben, en fait, là-bas, il faut savoir que pour vos auditeurs, que on y parle l'allemand. OK. Donc, C'est plus que juste l'accent français, là. Exactement. Scheiße! Exact. Oui, ben oui, vraiment. Nein! Ah, ben c'est bon. Ben, moi, mon allemand, là, c'était pratiquement comme le français du PDG d'Air Canada, c'est-à-dire que j'étais capable de dire bonjour et merci en allemand,
mais j'ai su découvrir un peu d'autres mots. Donc, ça a été très bénéfique là, comme expérience culturelle. Puis l'avion, comment les enfants ont trouvé que... comment on a trouvé l'avion? Comment tu as trouvé le voyage d'avion? Au début, j'avais un peu mal aux oreilles. Mais après, c'était vraiment le fun parce qu'on voyait tout l'océan. Et surtout, le décollage puis l'atterrissage, on pouvait voir les villes et tout. On voyait à quel point c'était magnifique en vue de haut. Là. Ouais, ça doit. Hein. Donc là, on revient à Karim, si j'ai bien compris. Ben, si ça vous dérange pas, on reviendra par la suite. Il y Oui. aura d'autres choses. De toute façon, si vous voulez rester, on va prendre notre invité en ligne. Hey, pour une fois que c'est pas du bingo qui appelle. Ok, attends, Alors, est-ce on le que met en ça station? fonctionne? C'est en ligne? On l'entend bien? L'entendez-vous On maintenant? le met en ligne? station. Il met en station. C'est bon? Oui, il met en station. Il est mis en station. Hey, c'est une première pour nous tous. Elle peut dire bonjour. Michel, dis bonjour à Martin. Bonjour, Martin. Non, Hey, il y a- bonjour, Ah, Michel. il t'entend pas. Alors, on le ok. voit. Là, on Oui, je l'entend. l'entends. Il m'entend bien Moi, aussi. Il m'entend pas, Oui. là, je pense. Si, t'entends. Tu m'entends, Martin? J'entends tout le monde. Ouais, il m'entend Merveilleux. pas. Est-ce qu'il fait beau à Rimouski? Mais bonjour, Martin. Il n'entend pas, Martin, sur la Attends, ligne. prends mes écouteurs. Ah, OK. Prends mes écouteurs. Est-ce qu'il fait beau à Rimouski aujourd'hui, Martin? Oui, il fait très beau. On sort d'une fin de semaine où le temps était moins là, mais là, aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous. Génial. Très heureux de te retrouver sur les ondes de 96.9. Pareillement, je suis content de prendre ce moment-là avec vous autres. Martin Poirier, c'était un phénomène, moi, quand je suis arrivé à Rimouski, là, quand même. Là. Vous êtes connus, Martin et Michel, avec Place aux Jeunes, si je ne me trompe pas. Là. Tout à fait. C'est Michel exact. était même à la commission jeunesse. Ça se peut-tu, Michel? t'as la Oui, jeunesse? ben, j'ai eu un passage dans les forums jeunesse régionaux, évidemment, dans le cadre de mon séjour en Mauricie. Puis quand j'étais à Rivière-du-Loup, ben, je fus, comme Martin, là, un agent de migration. Donc, Martin et moi, on avait des bons scores pour faire venir des jeunes qui s'établissent en région. Donc, nos villes n'étaient pas en compétition, ils étaient complémentaires. Donc, soit qu'on choisissait Rivière-du-Loup pour ses couchers de soleil ou Rimouski pour toute son activité, sa belle qualité de vie. Tout à fait. La partie maritime nous a toujours rejoints tous les deux. Ben oui, puis Martin, si j'ai bien lu tout ce que j'ai eu avec, entre autres, le Mouton Noir, l'article février 2021, il demandait, entre autres, comment tout ça, ton implication avait commencé. Puis je pense que le bien commun, puis on peut parler du fleuve comme bien commun, pour toi, c'était quelque chose de super important. Et puis, Assez. comment? Oui, j'ai dit c'est assez viscéral, le fleuve, chez moi. Puis on disait vraiment l'incontournable militant. Donc, je pense que tout le monde qui connaît Rimouski, le Bas-Saint-Laurent, connaît un peu ton implication que tu as eue dans les dernières années, entre autres avec l'enjeu de l'exploration, de l'exploitation et tout ce qui était le transport des hydrocarbures en sol québécois. Là. C'est ça qu'on lisait là, dans l'article. C'est assez central. J'arrive, moi, dans les questions de l'énergie, beaucoup autour, au départ, du nucléaire. Là. Il y a déjà eu les vieux de la vieille, si je peux dire, qui les premiers militants des années 70 sur le nucléaire au Québec, quand les premières centrales étaient annoncées. Mais des années plus tard, moi, je touche à l'énergie quand arrivent les questions aussi de recherche d'uranium au Québec, au niveau d'approvisionner la France. Mais effectivement, c'est vraiment les hydrocarbures là, qui dans lequel mon bras passe dans le tordeur, si je peux dire. Ouais, on voit en 2009, là, forage exploratoire milieu marin. Là, c'est pour ça que je veux revenir au fleuve. Là, pétrole, Oui. gaz, les projets de fracturation, gaz, pétrole de schiste. Il y avait également parlé de l'appétit pour Foran Anticosti. Puis là, moi, à mon grand déplaisir, ma dernière émission avec le débat de la CAQ, puis là, une des candidates qui était... ne se disait pas fermée, mais qui voulait étudier quand même la question de ramener peut-être le gaz de schiste. J'aimerais bien t'entendre. toi Ben, qui étais bien impliqué dans tout ça. Oui, ben vois-tu, la façon que je le résume, là, c'est qu'on a quand même au Québec, à partir de la fin des années 1800, début 1900, débuté de la recherche pétrolière en premier, Gaspésie. Ensuite, dans le début des années 1900, sur Anticosti. Dans les années 60, après ça, on a eu des grosses compagnies majeures, Atlantic Richfield, on a eu Shell qui sont allés sur Anticosti.
Dans les années 70, le Québec a créé la SOQUIP, la Société québécoise d'initiative pétrolière et gazière. On retient Hydro-Québec sous Jean Lesage, mais on oublie qu'il y avait aussi cette filière-là qui a été créée pour la recherche pétrolière et gazière. Et là où ça nous amène, c'est qu'on n'a jamais trouvé de réservoirs, disons, exploitables. On a trouvé des réservoirs marginaux, donc de très petites quantités. On l'a vu avec Junex, là, ils ont sorti quelques centaines de barils là, de Gaspé. Ils sont allés à la raffinerie de Valero. Mais on n'a jamais découvert, disons, le Klondike là, comme un pays des Émirats arabes unis ou même la Norvège sur lequel le Québec a bien gros rêvé. Fait que quand Philippe Couillard ferme l'aventure sur Anticosti, c'est à partir de rapports. Et ces juniors-là, les compagnies qui cherchaient partout au Québec, elles-mêmes le savaient que le pactole n'était pas au rendez-vous. Moi, je pense que ces compagnies-là ont beaucoup carburé au fonds public plus que d'autres choses, à la spéculation. Et à la fin de l'aventure, il n'y a rien de rentable dans tout ça. Fait que quand la CAQ, en 2022, passe un projet de loi pour être les premiers au Canada, puis même ça a été souligné, là, je pense qu'à travers le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont adopté un projet de loi pour mettre fin à l'exploration, exploitation d'hydrocarbures. Ben, la CAQ a les chiffres, eux autres aussi, devant eux. Fait que de voir Mme Fréchette réouvrir ça aujourd'hui, moi, je trouvais ça plus risible que d'autres choses. Là. C'est un peu comme les chercheurs d'art là, qu'on voyait, là, qui en deviennent fous, mais qui trouvent jamais la pépite payante. Oui, puis en même temps, quand on regarde les cibles que le gouvernement se donne, puis je me souviens pour avoir eu le candidat de la CAQ qui s'était présenté à un débat ici, eux autres étaient beaucoup sur l'électrification des transports. Bon, c'est pas nécessairement suffisant pour atteindre nos cibles de réduction. Il faut se rappeler, là, avec l'article que j'avais lu du Mouton Noir, on parlait quand même de gaz à effet de serre à 37,5 % d'ici 2030. C'est demain, 2030, on est 2026. Puis ça, on parle, c'était par rapport aux années 1990. Alors, toutes ces belles cibles-là de l'époque, puis tout le changement au niveau économique et politique qu'on vit actuellement avec les guerres, bon, avec notre voisin du Sud, c'est comme si on dirait que, là, le contexte a changé. Tout le monde est plus ouvert maintenant à peut-être regarder là, pour transporter plus d'énergie, pétrole, gaz, parce que là, on n'a pas le choix. Mais il y a peut-être d'autres choix qu'on devrait peut-être faire. Là. Je fais le lien avec l'Europe, là, Michel. Tu sais, je veux dire, l'Europe, là, ils ont diminué leur dépendance là, face à la Russie, puis ont décidé de mettre 20 % là, en énergie renouvelable, parce que veut pas, il y a une pression qui est là, il y a un volume qui est là, et puis il faut qu'ils s'organisent. La Chine a fait la même chose, mais ici, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours, on dirait, le nombre. On n'a pas le nombre pour la masse critique pour faire changer les choses. Fait que toi, Martin, là, qui est je te disais souvent, là, est où notre armée de gens qui veulent que les choses, le bien commun, soient là? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ben, si on prend, mettons, j'appelle ça le syndrome du pipeline. On a vu, il y a eu Énergie S en 2013 qui avait annoncé un projet de transport de pétrole de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick en traversant le Québec. On parlait de construire un nouveau pipeline sur plus de 800 kilomètres à l'intérieur du Québec, à se connecter qu'un vieux pipeline qui traversait déjà l'Alberta et les autres provinces canadiennes. Ce projet-là, il a fini par mourir de sa belle mort par le retrait aussi d'actionnaires, mais aussi la non-acceptabilité sociale au Québec. Ensuite vient un deuxième pipeline qui, cette fois-ci, est un gazoduc, Énergie Saguenay. Même chose, Énergie Saguenay finit par tomber parce que les deux grands actionnaires américains multimillionnaires finissent par se retirer du projet. Et là, on nous ressort un peu ces chimères-là, même chose que pour l'exploration. Moi, ce que je vois avec le ministre Carney, quand il annonce la possibilité, l'envie de construire un pipeline d'un océan à l'autre pour se rendre dans l'est du Canada, ben la première chose que j'ai regardée, c'est est-ce qu'il y a des promoteurs sur la table? Fait que je suis allé voir l'ensemble des compagnies pipelinières, celles qui construisent, qui opèrent les pipelines, puis il n'y a aucun projet sur la table. Malgré le projet de loi qu'a modifié Marc Carney pour ouvrir cette porte-là, accélérer les évaluations, les écourter. À la fin de l'exercice, il n'y a personne qui veut construire un pipeline.
Puis le dernier qu'on a au Canada, c'est Trans Mountain. Puis pour que Trans Mountain se fasse, il a fallu que le gouvernement canadien injecte jusqu'à 32 milliards de dollars canadiens pour terminer à la fin, selon les analystes, parce que ce pipeline-là, dans sa durée de vie, ne sera jamais rentable pour amortir le 32 milliards investis. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas au royaume des forages, au royaume des sables bitumineux. Puis on le voit au Canada, on n'a pas de raffinerie non plus qui fait le produit fini des sables bitumineux. Donc, il y a une partie qui se raffine directement à Edmonton, en Alberta, mais la majeure partie de ce qui est extrait dans les sables bitumineux de l'Alberta est envoyé aux États-Unis. Les États-Unis sont les seuls États qui ont les raffineries pour traiter ce pétrole lourd-là, que ce soit Corpus Christi au Texas, et ce pétrole-là nous est retourné. Fait que le Canada, présentement, ce qu'on met à la pompe est à 50 canadien, et l'autre 50 on dit qu'il est américain, mais c'est du pétrole canadien qui a été raffiné aux États-Unis. Donc, à la fin de l'exercice, pour la sécurité énergétique, il n'y a pas d'enjeu de construire des nouveaux pipelines, puis il n'y a pas de soif non plus par le marché européen à acheter ce type de pétrole-là. Puis on le voit, Trans Mountain devait être 100% exporté vers les pays asiatiques. Puis à la fin de l'exercice, en ce moment même, 70% pratiquement de Trans Mountain qui est envoyé en Colombie-Britannique est retourné par bateau aux États-Unis. Fait qu'on arrive au même exercice, là. Puis pourquoi on ne serait pas capable d'être un peu plus autonome et dans ce cas-là, les beaux projets de M. Carney, il ne pourrait pas avoir une raffinerie qui pourrait, en ce cas-là, faire qu'on le fasse nous-mêmes au lieu que les Américains le fassent? C'est pas vendable, il n'y a pas de marché pour ça, on compétitionne les Américains si on fait ça? Ce qui arrive avec les sables bitumineux, c'est que personne ne veut faire le produit fini. Les Américains ont été les premiers à le faire à l'époque de l'Argentine, dans le début des années 1900. Pas l'Argentine, le Venezuela. Fait que quand on voit Trump retourner vers le Venezuela et aller capturer Maduro, ben au départ, au début des années 1900, le Venezuela, c'est avant tout du pétrole, des sables bitumineux. Donc, les Américains sont les premiers à construire des raffineries autour de 1916 capables de traiter les sables bitumineux. Puis les sables bitumineux, pour que les gens puissent s'imaginer avoir une image, c'est comme le pétrole quand on arrive dans le fond du cendrier. C'est le pétrole le plus lourd, c'est le plus compliqué à raffiner. Quand on regarde du côté du Québec, Valero n'est pas capable de traiter les sables bitumineux et Suncor à Montréal peut uniquement faire 55 000 barils par jour. Et imaginez-vous, juste le Québec, on consomme autour de 300 000 barils par jour dans tout ce qui est la question du transport. Du côté du Nouveau-Brunswick, la raffinerie à Saint-John, de la famille Irving, est capable, elle, de faire à peu près 75 000 barils par jour maximum de sable bitumineux. Donc, côté canadien, il n'y a jamais eu un appétit de construire des raffineries. C'est un pétrole qui dégage du soufre énormément dans son procédé de raffinage. Puis à la fin, pour arriver à du pétrole léger, ben on a surtout du résidu. Puis dans le résidu, à la toute fin, ben c'est soit des cimenteries ou des bateaux, des paquebots, les moteurs de paquebots qui sont capables d'utiliser ce qu'on appelle le bunker seed ou le coke de pétrole qui est le fond du cendrier, là. Okay. Les sables bitumineux, on les extrait pas parce que ça nous fait plaisir. On les extrait parce que la plupart du pétrole conventionnel à travers le monde, il est en pleine déclinaison. Donc, on est dans la fin des hydrocarbures que pourrait appeler le professeur Éric Pinault, là, les hydrocarbures extrêmes. OK. Effectivement, Éric Pinault, c'est quelqu'un qu'on entend souvent se prononcer, puis j'avais lu beaucoup de choses. Puis si je me trompe pas, il avait même été à Rimouski à une époque. Oui, ben dans le temps d'Énergie S, il a écrit Le piège Énergie S là, sur le pipeline, entre autres. Puis c'est lui qui est arrivé beaucoup avec le concept là, des hydrocarbures extrêmes, ou qu'on pourrait dire non conventionnel. Dans le non conventionnel, c'est quand on commence à aller en milieu marin, quand on arrive avec le pétrole de schiste, et ensuite les sables bitumineux. Et pour que ces pétroles-là soient rentables, il faut que les barils dépassent du 75, 80, des fois 90 $ le baril. Fait qu'on le voit, là, les Américains sont en pleine déroute face à leur pétrole de schiste. Fait que quand il y a une guerre ou quand il y a des tensions planétaires, ben le cours du baril, on le voit là, comment qu'on paye le pétrole cher. Ben pour les Américains, à la fin, malheureusement, pas pour les citoyens américains et encore moins les citoyens canadiens,
Mais pour les compagnies pétrolières, ben, ça devient payant, ce qu'on appelle le capitalisme de guerre. Une bonne vieille guerre, ben, le baril part en flèche. Puis ben, les pétroles qui sont les plus chers à raffiner ben, deviennent tout d'un coup encore plus rentables. Fait qu'on sent qu'on relance l'industrie de cette manière-là. L'Iran, c'est la même chose. En ce moment, c'est convoiter les réserves d'hydrocarbures au-delà de conflits sociologiques, là. Puis toi, qui es un écologiste soucieux du bien commun, si on avait à conclure, puis on pourrait te réinviter parce que vraiment tu maîtrises à la perfection du sujet, c'est incroyable. Si on avait à penser au bien commun ou au projet de société, ça devrait être quoi? Parce que là, on a plein de jeunes enfants en studio. Là. On leur laisse quoi, ces jeunes enfants-là? On va-tu vers la transition énergétique? On devrait-tu réduire notre dépendance? De quelle façon? Ben moi, je crois beaucoup aux travaux d'Elinor Ostrom, qui a déjà eu un prix Nobel. Elinor Ostrom, elle dit, ben quand on confie le bien commun à des populations plutôt qu'à des compagnies privées ou même à des gouvernements, il y a une meilleure gestion. Fait que moi, je pense que la question des ressources naturelles, on aurait besoin d'un grand dialogue sur qu'est-ce qu'on est prêt à mettre sur la table, qu'est-ce qu'on est prêt à développer. Puis ensuite, c'est sûr que la question de notre boulimie de consommation est à questionner. On parle de plus en plus de sobriété, mais aussi des notions de décroissance. Décroissance, dans le principe, n'est pas de s'appauvrir, mais d'avoir une meilleure gestion, d'avoir un mode de vie qui est soutenable, qu'on arrive à nourrir tout le monde. On le voit, là, nos terres agricoles, etc. Fait que moi, je pense qu'on entre dans des périodes où il y a des séquences d'effondrement, mais la meilleure façon d'amortir ces chocs-là, c'est de revenir au bien commun, au nous collectif. On le voit, le Québec, depuis la séquence de la pandémie, avec la COVID, ben, est revenu beaucoup les questions de sécurité alimentaire. Fait que je pense qu'on a, un grand chantier devant nous sur justement cette suite du monde-là. Qu'est-ce qu'on veut léguer, puis qu'est-ce qu'on veut qui soit soutenable dans ce qu'on lègue. Hey, c'est génial. Merci de ton témoignage et de nos échanges. On pourra continuer ça. Sérieusement, Martin, là, tu seras un invité si tu veux revenir les prochains dimanches. Je pense qu'il y a amplement à dire. Je ne sais pas si mes invités ont quelque chose à ajouter de ces échanges, faire une conclusion. Oui, ben merci beaucoup, Martin. Puis vraiment, on a la chance au Québec d'avoir de l'énergie renouvelable. Donc, pour tout à fait. L'électrification de nos transports, pour assurer l'approvisionnement en énergie de nos habitations. C'est pas la même chose qu'ont, par exemple, les Cubains qui vivent toute une crise ces temps-ci, là, avec 8 centrales thermiques qui dépendent énormément du pétrole. Donc, on n'est pas dans la même situation. Que ça leur procure. Oui, exact. Ben, merci beaucoup, Martin. Merci tu pourras revenir à nouveau, ça va faire plaisir. J'ai d'autres invités. Écoute, aujourd'hui, c'est ma plus grosse émission. Je suis rendu à 3 invités pour la même émission. Je vous souhaite du bon popcorn d'idées tous ensemble. Et oui, on remettra ça, Karim, avec plaisir. Génial. Merci, à la prochaine. Bonne journée. Bonne journée. On peut poursuivre en musique par la suite à KSP veut savoir, puis on aura André Bécaud qui va poursuivre à venir nous parler de sa galerie dans les prochaines minutes. KSP veut savoir, on m'a dit on part un peu, Finalement, non, là, j'ai pas Finalement, non, bon. Il n'y a pas de manuel, mais c'était bizarre, là. Bon, alors, j'espère que vous avez apprécié ces beaux échanges. C'est super intéressant, c'est interactif aujourd'hui. Je vais parler d'une petite capsule que j'avais écrite donc en février 2024 sur la paix intérieure. Paix intérieure, mais en santé-sécurité. Alors, je remercie le dictionnaire de TVA5 Monde, où j'ai trouvé la définition convenable de paix intérieure. C'était quelque chose qui ne tombait pas nécessairement dans l'ésotérisme, ni dans les projets de développement personnel. On parlait de synonymes de calme, repos, sérénité, tranquillité d'esprit, état de calme, tranquillité mentale et physique. Et tout ça, grâce au jardinage, ça me permet de décrocher. C'est vrai, mon micro est fermé. Oh! Attention, Léo, les micros. On repart ça. J'ai mis le mauvais. Écoute, c'est pas pour rien que mon titre, c'est Cathy Picard, horticulture et croissance, parce que c'est autant la croissance des plantes que la croissance intérieure. Et ce que tu dis là, ce que tu vas chercher quand tu fais le jardinage,
C'est exactement ça. OK. Bon, ben c'est merveilleux. Alors, si on revient en pain intérieur dans le domaine de la santé-sécurité, ça veut dire quoi? Bon, ben des imprévus, tant au travail, personnel, familial, des questions qui peuvent arriver de tous bords, de tous côtés, la rapidité, l'instantanéité des réponses, les emails, les chats, les textos, les appels téléphoniques, Tout bref, le kit. tout le kit. Ça arrive tout en même temps. Exactement. Et en quelque sorte, comment on conserve notre paix intérieure intact avec toutes ces nombreuses exigences en santé et sécurité en 2024, quand je l'avais écrit, avec toutes les disparités des réalités de plancher qui peuvent nous amener, veut pas, à regarder la conformité légale de tout ça. Parce que la conformité légale, bon, on a des règlements québécois, on a des normes canadiennes, européennes, américaines, internationales. Et à ça, il faut compter qu'il faut s'y retrouver. Puis comment on interprète tout ça, c'est jamais noir ou blanc. Il y a beaucoup de zones grises, sûrement comme en jardinage. Et c'est pas toujours évident d'avoir des ressources spécialisées pour nous aider dans les organisations à démystifier une obligation légale d'un nice to have. C'est obligatoire de faire ça. Les propriétaires, là, les dirigeants vont souvent te poser cette question-là. Donc, il y a plusieurs zones d'interprétation, il y a plusieurs éléments techniques à regarder. Puis souvent, ces échanges-là, tu dois faire ça avec des équipes d'ingénierie et de maintenance, des gens très cartésiens. Et moi, mon petit volet artiste, des fois, c'est ça. Faut arriver prêt. Mais l'humain, c'est ça, hein? Oui. C'est pas du tangible, c'est pas un carré, là. Exactement. Puis la SST, ça devient un incontournable et les organisations, veulent pas, ils se font challenger au quotidien parce que les employés sont informés. Ils vont aller chercher eux-mêmes l'information. Les médias, maintenant, il y en a partout. Des nouveaux employés qui arrivent avec leur connaissance, leur expérience, donc qui voudraient amener ça dans l'entreprise. Tous nos incidents passés proches, les observations de danger, les accidents qui arrivent dans l'environnement des travailleurs, les exigences qu'un siège social peut demander ou notre secteur d'activité, tous les intervenants externes, CNESST, mutuelles de prévention, services d'incendie, assurance, tout ça, c'est toutes des choses, en quelque sorte, qu'on a des conformités à avoir. Et c'est vraiment une question de temps avant d'avoir une pression ou d'être bloqué avec ces opérations quotidiennes dans un milieu de travail si on ne répond pas à ça. On ne peut pas juste gagner du temps parce qu'à un moment donné, ça se peut que tu n'aies plus de contrat parce que ton taux d'accident... C'est de l'absentéisme à cause d'accidents, c'est plus... on n'avance plus, là. Exact. Donc... Il y a des normes environnementales. Moi, mon entreprise, on est rendu ISO 14001, donc pour l'environnement. Donc, si tu veux des contrats, il y a des contrats qui demandent d'avoir cette norme-là. Donc, veut pas, faut se prendre en main. Et puis, c'est là que, autant au niveau des employés, de la supervision, de la gestion, de la maintenance, l'ingénierie, des intervenants, des sièges sociaux, tout le monde veut pas à travailler ensemble. Ça peut venir créer des goulots avec certains joueurs clés et des quantités de travail à abattre avec des nombres de priorités. Tout ça dans la même période. On peut avoir plusieurs projets qui se chevauchent un des autres. Donc, à un moment donné, comment arriver comme organisation à répondre à sa diligence raisonnable? Donc, prévoyance de nos risques, efficacité dans les gens à former, dans nos inspections, dans nos équipements utilisés et surtout le dernier, le plus compliqué, notre autorité si les gens... faut qu'ils respectent les procédures qu'on a mis en place. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, toujours. non, hein? c'est vraiment pas facile. Mais il faut qu'il soit clair. Si c'est clair, Oui. c'est écrit, on t'a formé, il faut que tu fasses du meulage avec une visière. On t'a tout formé, on t'a tout dit ça, puis tu fais à ta tête de jamais la mettre. Puis à un moment donné, ça se peut que tu aies une note au dossier. Tu ailles voir les ressources humaines. Donc, c'est des exemples. Et en quelque sorte, quand il y a un accident grave, qui a des conséquences lourdes, tragiques, il y a une chance qu'on se ramasse dans le box d'accusés. Moi, j'ai souvent eu cette discussion-là parce que là, on a le fardeau de la preuve de la diligence raisonnable qui est du côté employeur. Fait que comment éviter de se faire livrer des oranges en prison? Parce que tu n'as pas fait ta job, il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui est amputé à vie. Alors là, c'est quoi les conseils? Parce que là, à un moment donné, tout le monde va dire « mais là, on ne travaillera plus, là, m'en finit en prison. Moi, si je n'ai pas fait ma diligence raisonnable un instant, si chacun fait ses affaires, je pense que tout le monde va avoir fait le mieux qu'il peut avec les connaissances et les équipements qu'on peut avoir. Fait que les conseils à moi-même que je me donnais à l'époque, c'était prendre le temps de respirer, évidemment, un bon coup, prendre son gaz égal lors de situations qui causent du stress et des tensions. Je pense que ça, dans n'importe quoi, ça revient, ce conseil-là. Établir ses priorités pour la journée, pour la semaine, le mois.
s'assurer de comprendre les rôles, les rôles que chacun et les conséquences qu'on peut avoir, et apprendre à se discipliner, tracer une ligne du début et la fin raisonnable entre le temps et les pauses, et essentiel de se ressourcer. Si on ne se ressource pas, à un moment donné, faut livrer. Oui. Tu vois, ce que je trouve difficile dans ce que tu dis, c'est quand on fait ce travail-là individuellement, c'est possible, mais quand on a des personnes autour qui nous mettent de la pression pour que la fin arrive encore plus vite. Et là, on rapetisse le champ de tout ce que tu as nommé là, et c'est là que les dangers commencent à se mettre en place. Moi, je trouve que c'est cette partie-là humaine qui... tu disais qu'il y avait des zones grises, là. Je trouve que ça, c'en est une très grande. Bien, ça joue beaucoup dans la gestion de projet. Puis moi, c'est la gestion de projet, ça m'anime depuis que je suis jeune. J'étais à l'école alternative, puis on me disait, fais ton projet l'après-midi, écris-moi c'est quoi tes ressources, tu t'en vas où avec ça, c'est quoi tes besoins, ton échéancier. Donc, si on est rigoureux puis on est capable de dire c'est qui est partie prenante, on s'en va où, c'est quoi notre gangue, c'est quoi notre chemin, y a-t-il un chemin critique qu'on va tout avoir en goulot en même temps? On se donne-tu des échéanciers trop serrés ou on se donne pour des imprévus un peu de temps? Bien, tout ça va nous permettre de faire le point. Puis le point, pour moi, c'est pas faire le point rendu 3 mois plus tard, quand peut-être on a perdu déjà 2-3 semaines au début à tourner en rond, puis on ne s'est pas posé les bonnes questions ensemble. Je crois que c'est là que c'est important, des suivis réguliers. Chaque semaine, c'est quoi les objectifs qu'on s'est donnés? C'est quoi les freins ou les opportunités? Exactement. On a-tu à changer de cap? On a essayé quelque chose, ça ne marche pas. OK, on réessaye-tu autrement? Comment? Avec quelles ressources? Donc, cette agilité-là, puis c'est ça que je disais dans mes autres capsules qu'on a déjà fait avec le travail, le lean. Moi, au travail, on utilise beaucoup l'approche lean. Donc, comment, avec le moins de ressources, le moins d'efforts possible, arriver à être efficace? Donc ça, c'est pas évident, puis ça, c'est une façon d'être. C'est une façon d'apprendre à travailler. Puis quand je reviens là avec, une fois qu'on a défini les limites de la charge de travail qu'on peut prendre, puis les ressources, puis le temps disponible, puis de voir un peu comment dire non. Tu sais, des fois, il y a des initiatives, il y a des projets. Non, ça peut être dur à faire, ça. Oui, le dire non, je peux pas tout de suite. Regarde, reviens-moi à tel moment, ou non, je suis sur telle roche actuellement. Je pense que tout se dit. Faut juste trouver la façon de le dire puis de voir justement c'est où qu'on met nos efforts. Parce que dire oui à tout après, là, excusez, mais on va se mettre dans la merde. Mais ça, tu dis où est-ce qu'on met nos efforts, mais où est-ce qu'on met nos limites aussi? Oui. Parce que c'est ce qui va décider, on continue ou on continue pas. Est-ce que je le prends pas? Mais encore faut-il les connaître, nos limites? Oui. Et être à l'aise avec nos limites. Exactement. Il y a un gros travail intérieur à faire, d'introspection, évidemment. Puis, toute la régularisation du stress, je trouvais ça très bien. Là, Sonia Lupien, qui est docteur en neurosciences, tous les déclencheurs qu'on peut avoir qui amènent le stress, contrôle faible, l'imprévisibilité, la nouveauté, des interactions sociales néfastes avec notre ego qui est menacé. Juste ça, ça en dit très long. Puis si on est capable de savoir quand on tombe dans ces états d'esprit-là, puis avant d'y arriver, de mieux regarder les données manquantes, ou est-ce que c'est toujours à nous de prendre le singe? Ça, j'ai fait une chronique des fois, les dernières fois. Il y a des singes, c'est pas à nous, puis les gens, c'est facile. Hey, ils nous donnent le singe. Vas-y, c'est à toi, puis... Oui, merci. Prendre ces singes-là, non, c'est pas mon singe. Ou des fois, avant de prendre un mandat, attends, dis-moi en plus, je veux comprendre. Puis de pas dire un oui trop facile, je pense que c'est là que ça devient intéressant. C'est du travail personnel. Tu disais, c'est vraiment ça, là, parce que je t'entends, là, puis je fais comme, hey, je travaille encore là-dessus, moi. Là. Oui, tout le monde travaille là-dessus, puis c'est un peu ça qui est frappant, toute cette énergie. Des fois, juste prendre 15 minutes, prendre une bonne respiration, regarder justement nos méthodes de travail. Tu sais. Moi, pour moi, là, on va prendre le petit café du matin, là, ma deuxième collation. Là, ça, pour moi, là, tu sais, si c'est déstabilisé, ben, je vais être moins bien. Donc, c'est quoi nos petits bonheurs, nos choses qui fait que hey, j'ai une bonne journée, hey, j'ai vraiment pas une bonne journée, puis de vulgariser ça, puis de le vulgariser avec qui? Moi, j'en ai eu des situations au travail que ma journée était partie, puis elle n'était pas bien partie par une question que j'avais eue. Puis j'ai été vulgariser ça avec des collègues, puis j'ai comme fait, OK, bon, c'est bon, je l'ai vécu, je le mets de côté, je fais mon reset,
puis je me finis ma journée là, sur le bon pied, pas parce que l'autre il m'a posé une question qui m'a un peu énervé. Donc, je pense que c'est ça, il faut apprendre à se connaître. Ben, c'est de l'observation de soi, comme tu Oui. dis, parce que pour savoir où sont nos limites, il faut commencer par regarder qu'est-ce que ça me fait ressentir d'avoir eu cette question-là. Oui. Qu'est-ce qui est venu me déranger à l'intérieur? Exact. Parce que chacun n'a pas la même zone difficile. Puis quand on est capable de mettre des mots, puis de faire « Ah, OK », puis là, tu commences à bâtir, à connaître ton intérieur, parce que, mon Dieu, moi, j'ai passé du temps en masse, à être sur l'intérieur des autres et non pas sur le mien. Oui, ben c'est là qu'il faut avoir ses frontières, puis effectivement, les valises ou le monkey de l'autre, le singe de l'autre, Voilà. laissons-le à l'autre, qui vivent. Tu sais, j'avais une chronique que j'avais faite. Ne volons pas l'expérience que l'autre doit vivre. Ça ne veut pas dire qu'il va la vivre dans la grande joie. Ça peut peut-être être douloureux, mais il faut qu'il la vive. C'est ça qui fait que les gens cheminent, avancent. Puis justement, pour éviter que nous, on vienne surcharger, stresser, puis qu'on garde notre paix intérieure. Puis nous, souvent, à job, on disait ça en joke, là, clin d'œil à David à la job, on disait, on va se prendre un gros gin à la camomille là, pour se calmer. Là, parce que des fois, tu en as des questions ou des interventions ou des choses que tu dis, c'est pas croyable que quelqu'un me pose cette question-là ou que cette situation soit arrivée encore, puis que les gens ne comprennent pas, etc. Bon, Mais ça te démontre qu'il y a un manque quelque part pour que ça revienne aussi souvent. Tu sais, au lieu de Ouais, faut aller à la taper source. sur le passager, sur le messager là, qui Ouais. dit « Ah, bon, encore ça », mais il y a quelque chose dans la procédure Ouais. qui est manquante. oui, ben il faut. C'est là qu'il y a vraiment quelque chose, là, aller à la source puis Voilà. puis mettre ça bien clair. Mais bref, c'était ma petite capsule. Je trouvais ça super intéressant. Écoute, j'en ferai d'autres, tu reviendras, on échangera. Parce que mes capsules, oui, ça touche la SST, mais c'est plus large. Moi, j'aime beaucoup le volet humain Ben, derrière la Tu SST. parles de l'humain, donc tu parles du développement personnel. C'est Voilà. automatique. Exactement. Puis j'aime bien ça. Bon, ben, tu reviendras, Cathy, ça me fait plaisir. Un gros merci. On va aller en musique, puis on revient avec André Bécaud et sa galerie d'art. KSP veut savoir. Oh, KSP veut savoir. Écoute, c'est vraiment une super émission aujourd'hui. Et j'ai plein d'invités. C'est tous les domaines de ma vie que j'adore. Unbelievable! Oui, le jardinage, après ça, on a parlé de voyage avec Vienne, on a parlé de tout le volet énergétique avec un ami de Rimouski, et on finit avec les arts qui est ma grande passion depuis ma vingtaine, parce que moi j'ai étudié en arts et lettres, et j'avais démarré un organisme pour la relève artistique, puis c'est comme ça que j'ai commencé à collectionner des œuvres d'art. Et mon invité, André Bécaud, c'est comme ça qu'on dit le nom de famille, Bécaud? Exactement. On n'a pas à dire le T, c'est un T muet. C'est un thé muet. Ah, parce que Léo, on a fait des mots avec des T muets pour ses travaux d'école. Hey! C'est pas ça, toi! Donc, André, on s'est connus, nous, parce que j'étais venu à des activités du Club des collectionneurs. Moi, ça m'avait vraiment parlé parce que je dis toujours, moi, je suis un jeune collectionneur. Là. Bon, je suis à peine mi-quarantaine. Ça fait une vingtaine d'années que mes enfants, à leur grand plaisir, à chaque fois qu'on va dans une ville, c'est la galerie d'art, c'est le musée, c'est immanquable, il faut aller faire ça. Et puis, toi, tu as ta propre galerie d'art depuis des années, André, c'est ça? Exactement. Ma galerie a été fondée en 1976 au-dessus du Fou-Bar, OK. sur la rue Saint-Jean. Puis ensuite, j'ai déménagé à côté, au 499 Saint-Jean. Puis maintenant, je suis sur la rue Sainte-Hélène avec les ateliers du roulement à billes. OK. Est-ce que c'est la place que je suis allé te voir la dernière fois? Oui, exactement, OK. sur la rue Sainte-Hélène. Ouais. Oui. Très belle place, intéressante, puis c'est très dynamique. Ton concept de galerie, je l'aimais parce que c'est vraiment... tu es quelqu'un qui donne beaucoup depuis des années dans tes implications en termes de galerie d'art. Et puis, je pense que c'est pas vraiment dans le principe d'une galerie commerciale, là, ce que tu as comme galerie, toi. C'est une galerie... On peut-tu dire une galerie communautaire, un lieu d'artiste? Comment on décrit ça? Ben, moi, le leitmotiv de la galerie, c'est la liberté. Alors, j'essaie de ne pas avoir de censure. Parce que si tu fais de la censure, ben, tu arrives avec un résultat où il y a certains types d'artistes qui ne passent pas. Alors, la censure, bon, on l'avait en 1950. Puis la censure, à ce moment-là, le film de Hitchcock avait été censuré sans le dire à Hitchcock. Alors, il était très, très déçu. Mais je ne veux pas retourner à la censure. Moi, je veux que ça soit libre. Puis la façon que je fonctionne, mais
À la galerie, c'est souvent plusieurs artistes en même temps, des collectifs. Puis aussi, je vais venir chercher, comme là, en ce moment, je travaille aussi avec la Manif d'art 12. La Manif d'art, ça a été fondé par Claude Bélanger, mais ça fait 24 ans de ça. Quand même. Puis de la façon que je fonctionne, moi, je suis satellite. Alors, en étant satellite, j'ai complètement ma liberté. Puis mais les artistes qui sont chez moi, on devient des amis. Alors, c'est pas la même connotation, là. Les gens qui vont exposer chez moi, ben ils vont rencontrer des gens qui vont visiter la galerie, mais par la suite, ils s'organisent eux-mêmes avec les collectionneurs. Si quelqu'un veut avoir la pièce, je donne le téléphone de l'artiste, puis ils peuvent se contacter. Fait que t'es pas une galerie qui va venir prendre une commission comme une galerie commerciale. Si on voudrait comparer, comment on définirait les différences? Galerie commerciale, moi, ce que j'entends souvent, bon, déjà, ils choisissent qui rentre dans la galerie, puis je pense que c'est minimum 30, 40, des fois même 50 qui prennent de la commission. même. 70, wow. Donc, c'est quoi la différence entre je suis un artiste et je rentre dans une galerie commerciale ou je suis un artiste qui... Je m'en vais voir la galerie André Bécaud, puis je décide d'embarquer dans cette galerie-là. C'est ça. La différence chez moi, c'est que les artistes vont donner un petit montant pour s'inscrire. Mais moi, je peux dire, depuis 50 ans, je suis un peu comme... je suis bénévole dans tout ça, là. OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens, rencontrer des artistes, diffuser les arts, mais c'est pas faire des profits. De toute façon, les galeries, toutes les galeries sont en situation précaire. Surtout en ce moment, c'est de plus en plus difficile parce que ce qui arrive avec les nouvelles technologies, tout ça, on est dans une situation précaire, les galeries. Donc, si on veut rester à flot, mais de toute façon, au 18e siècle, c'était précaire aussi. On est dans un domaine qui est très difficile. Alors, l'idée, moi, c'est, en fonctionnant comme je fonctionne, comme là, je vais avoir un solo à la fin du mois. Alors, la personne qui vient chez moi, bien là, elle va m'aider à payer le local. Mais après ça, je donne du bénévolat, puis si elle vend, mais ça sera à elle les profits, parce que l'artiste lui-même, ça, il prend un atelier. Puis souvent, l'artiste, quand il présente un solo, bien là, c'est 20, 25, 30 toiles. Mais ça, là, vous irez voir le prix d'une toile chez Omer Dessert ou ceux qui vendent des équipements d'artistes. La toile, sans travail, ça peut valoir 100, 150 $, ça. Quand même. C'est... On n'a même pas mis une goutte de peinture encore. On n'a pas mis de temps. On n'a pas mis de tessage pour aller chercher la toile. On n'a pas payé la salle non plus. Non. C'est ça. Alors, ça fait qu'il y a des artistes qui sont fantastiques qu'on ne connaît pas. Si tu fais un lien avec la musique, mais si tu prends une personne comme Céline Dion, c'est une personne qui chante très bien, mais il y en a plusieurs Céline Dion qui existent au Québec qui sont tout à fait inconnus. Ah oui, absolument. C'est qu'à un moment donné, ça prend quelqu'un qui va investir sur la personne. En art, c'est un petit peu la même chose, mais moi, ce type de démarche-là, je ne fais pas ça parce que j'aime mieux laisser libre aux artistes de venir me voir puis d'exposer. Déjà, un artiste qui fait la démarche pour venir te rencontrer puis qui arrive déjà avec un corpus d'œuvres, bien déjà là, c'est une très belle démarche. Alors, j'essaie de faire en sorte qu'ils puissent se diffuser chez moi. Puis que vous soyez là pour les accueillir, justement. C'est merveilleux. Oui, mais il n'y a pas juste l'accueil des artistes qui est important dans une galerie, c'est l'accueil des clients. Oui. C'est très important parce que moi, à la galerie, chez moi, souvent, quand c'est les artistes sont là. Souvent, il y a des artistes qui vont passer des après-midi avec moi. Puis en même temps, les visiteurs peuvent les rencontrer. Alors, Merveilleux. c'est... Souvent, dans les galeries, les gens ont comme une certaine crainte à entrer pour visiter une galerie. Puis c'est souvent froid. Ah, moi, Mais- j'aime tellement ça y aller. Ouais. Surtout, j'en ai qui m'attirent encore plus que d'autres, mais j'ai remarqué que le rouge m'attirait beaucoup. Mais je viens chercher mon côté émotionnel du calme quand je rentre dans une boutique comme ça, là. Ouais. Puis quand je suis en train de marcher sur la rue et que la toile du fond vient me chercher intérieurement, Ouais. c'est wow! Mais c'est ça. C'est ça qu'on devrait tous faire. Hein? Une galerie, là, on doit y aller en coup de cœur. Si vous avez un tableau qui vous intéresse, mais ce tableau-là, c'est un coup de cœur. C'est souvent même pas dans le but de le revendre, c'est juste d'être bien avec.
Voilà. Puis moi, je pense que c'est une des premières qualités à un collectionneur, acheter ce qui Ce qui le fait vibrer quand il la Oui, regarde. exactement. Absolument. Moi, j'appelais ça, j'avais ma galerie des chicanes. Parce que j'achetais des œuvres, puis là, ben, veux pas, tu sais, l'œuvre rentre dans un budget commun de couple. Puis là, à un moment donné, ben là, c'est pas la priorité. Ouais, mais c'est là ou jamais. Si j'apprends pas. Donc, j'appelais ça ma galerie des chicanes parce que justement, moi, j'étais dû, j'avoulais, j'y allais. Il y avait des histoires qu'elle avait. Il y avait des histoires qui venaient avec, effectivement. Puis, tu sais, je pense, au-delà de l'avoir pour soi, l'œuvre, moi, ce que j'adore, c'est la transmission de cette œuvre-là. Puis, j'en ai, autant mon fils, chez sa mère, il y a des œuvres que j'ai prêtées. Tu sais, des Albert Rousseau. 600 piastres, là. Oui, ben ouais, lâche le monétaire. Mais tu sais, oui, mais tu sais, j'ai fait comprendre que hey, ça a une valeur, fais attention, je t'ai prête. Puis je faisais même des petits contrats. Moi, j'ai prêté des œuvres. J'ai des amis à Rimouski, j'ai prêté quasiment 7-8 œuvres. Puis toute leur maison est décorée avec les œuvres que j'ai prêtées, des aquarelles de Louis Masson. T'as tous des contrats pour que ça revienne, là? Oui, ben j'ai le contrat pour dire ça vaut tant, puis s'il arrive de quoi, on s'organise, là, mais tu sais, que ça soit ça ou dans des lieux publics, c'était vraiment quelque chose que j'essayais de faire, d'aller dans des lieux publics, puis de prêter les œuvres dans des cafés, restaurants ou des endroits. Puis je pense qu'on devrait... C'est sûr que les artistes, il y en a beaucoup qui font ces approches-là jusqu'à maintenant, mais comme collectionneur, j'invite les collectionneurs à peut-être prendre, excusez de dire le risque, là, mais oui, tu sais, tu prêtes tes œuvres. Moi, les œuvres, j'ai Mais de les prêté... exposer, c'est ça que Oui, tu veux dire, exact. que les gens les voient, Exactement. les apprécient. Il y a beaucoup de collectionneurs qui font ça. Des collectionneurs qui vont prêter leur œuvre, disons qu'il y a une exposition au musée, puis il manque des œuvres dans telle période d'un artiste. Mais il y a certains collectionneurs, puis ça, c'est incroyable. Hein. Il y a moi, j'appelle ça les petits et moyens collectionneurs. Puis tu as des grands collectionneurs, mais il y a des petits collectionneurs, des moyens collectionneurs qui ont des œuvres chez eux. Incroyable. Puis s'ils peuvent prêter leur œuvre comme tu fais, bien ça, c'est incroyable parce que quand tu achètes une œuvre d'art, ça s'en va chez toi, il n'y a plus personne qui la voit. Alors ça, c'est certain que c'est une bonne démarche. Puis d'après moi, toi, tu achètes, Karim, parce que tu aimes. Oui, c'est sûr, j'achète parce que j'aime, j'achète parce que, comme on disait tantôt, elle me fait vibrer parce qu'elle représente. Tu sais, je veux dire, moi, je suis allé à Coudjouac, j'ai partagé avec les Inuits, puis j'ai acheté des portraits de Rousseau à la galerie Louis Carrier, puis j'étais vraiment content parce que ça a été des portraits jamais vus, au pastel. Des Inuits sont venus se faire soigner à l'Hôtel Dieu de Québec dans les années 50 pour la tuberculose. Fait qu'il y a une histoire derrière l'œuvre. Fait que je pense que l'œuvre peut avoir plusieurs degrés au-delà de ce qu'on voit, la technique, l'artiste, mais il y a plusieurs dimensions à une œuvre. J'aimerais t'entendre, André, là-dessus. Bien, les dimensions, c'est que, au fond, l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Si tu regardes la démarche d'un artiste, c'est un peu comme une démarche, c'est spirituel. Oui. Alors, l'artiste qui crée une œuvre, souvent, les gens vont dire, ils vont dire, je rentre dans ma bulle, puis le temps, je ne veux plus passer le temps. C'est qu'il est dans une démarche qui est bien, bien proche de la spiritualité. Donc, si un artiste vend une de ses pièces à quelqu'un, même Picasso disait qu'il aimerait racheter toutes ses œuvres qu'il a vendues, parce que chacune de ses œuvres, c'était une partie de lui-même. Alors, il y a ça, il y a comme un attachement. C'est quelqu'un qui fait, je sais pas moi, des pinces pour Hydro-Québec, bien ça, c'est industriel. Il n'est pas attaché à sa pince. Mais un artiste, à chaque fois que tu fais une œuvre, c'est une œuvre unique. Donc, l'artiste, c'est une partie de lui-même. C'est très, très différent. C'est un geste émotionnel au lieu, comme vous dites, là, pour les pinces, là, qui est un geste oui, comment on dit ça? Pour quelque chose à vendre ou quelque chose à donner. Non. Mais là, avec l'émotionnel, on parle complètement d'autre chose. Ben oui, c'est ça. Les artistes, la plupart que je connais, moi, ils vont faire une œuvre, puis ils ne pensent même pas à la vente. Mais ils pensent dans leur œuvre à la liberté de la création, puis à faire une œuvre qui va résulter de ce qu'eux croient, puisque, à quelque part, ils se font plaisir. Mais c'est sûr qu'on est dans une société, c'est sûr que tu es obligé d'avoir un peu d'argent pour payer ton loyer. Mais dans un premier temps, l'artiste ne pense pas à ça. J'ai plein d'amis dans ma tête qui n'ont jamais pensé à ça. Puis, en espérant que les autres aiment ça.
Hein? En espérant qu'il y a beaucoup de monde qui aime ce qu'ils font. Oui, mais des fois, c'est fantastique, puis ils vendent pas. Oui, mais c'est des vrai. bons artistes. Mais le marché prend pas leur œuvre. Ils ont de la difficulté à vendre, puis pour moi, c'est des artistes incroyables. Mais c'est bizarre. Le marché de l'art, c'est une espèce de marché que tu essaies, à partir de l'argent, de vendre du spirituel, puis tu le transformes en argent. C'est une drôle de relation. Puis, il y aurait quasiment moi, j'appelle ça quasiment le mariage. Parce Ouais. que c'est comme un mariage entre l'artiste, son œuvre, toi, ce que tu as vécu, ce qu'elle te fait ressentir. Donc, il y a comme plusieurs facteurs que des petites cloches. Là, tu sais, On toutes est ces dans la cloches-là. vibration, là. Ouais. Là, on est rendu dans la vibration. Ouais. là. Mais si tu enlèves ça à l'artiste, là, puis tu fais juste que l'artiste qui devient juste avec un objectif de vente, il est obligé d'écraser certaines choses qu'il ne peut plus faire. Il perd aussi sa liberté. C'est bien curieux. On est comme dans une espèce de paradoxe comme situation, là. Mais je pense que en ce moment, là, aujourd'hui même, après l'interview, je m'en vais voir l'exposition de Jocelyn Gass à Louise Carrier. Là. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Jocelyn Gass. C'est un solo. Vous irez voir ça. C'est un artiste qui a deux mondes dans sa démarche. C'est un monde très, très, très hyper réaliste, si tu veux, puis un monde très, très gestuel. Vous allez voir ça. C'est un artiste c'est très spécial ce qu'il fait, Jocelyn. Mais pour moi, c'est un artiste très intéressant. Par contre, Jocelyn, quand il fait une œuvre, il pense jamais à la vente. Il commence Puis- par son besoin de s'exprimer. Oui, mais je pense qu'un artiste doit passer par là. Ah oui, puis je suis d'accord avec vous parce que ça change toute la base de ce que de ce que l'œuvre peut faire vibrer quand on le regarde. Oui, oui, exactement. C'est la même chose en musique, hein? Les jazzman, puis tous les musiciens qui sont compositeurs, ils pensent jamais. De toute façon, ils ne savent pas, on ne le sait pas. Des fois, l'œuvre se met à vendre. L'artiste se met à vendre, puis il vend. Il ne sait pas lui-même comment ça se fait. Je pense à Aristide Gagnon, qui est un artiste qui vient de décéder il y a quelques semaines. Mais Aristide, lui, dès le départ, il a gagné le premier prix du Québec, puis il est devenu très connu. Fait qu'il a réussi à vivre de son art toute sa vie. Aristide Gagnon. Donc, Mais pour vivre de son les art, listes. mon questionnement, à un moment donné, il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui aient ce coup de cœur-là ou qu'il y ait des mécènes qui viennent dire, regarde, moi, part ta nouvelle production, là, pense plus à tes problèmes financiers, là, je m'en occupe. Est-ce qu'on a ça encore de nos jours ou c'est difficile d'arriver là? ce que tu dis là est tout à fait vrai. Il y a probablement. Parce que les galeries, hein, il n'y a pas de. Une galerie d'art, il n'y a pas de politique internationale qui gère ça. Mais encore là, il y a des artistes qu'une galerie va dire, ben écoute, c'est fantastique ce que tu fais, je vais te donner un salaire par année, puis tu continues à travailler dans ton atelier, puis tu ne penses plus à la problématique de la survie. Mais il y a le contre-courant de ça, c'est que l'artiste doit toujours refaire quelque chose qui ressemble à ce qui plaît au public de cette galerie-là. Puis c'est arrivé en musique aussi, des artistes qui ont signé puis ont été pris dans une espèce de carcan. Oui, c'est ça bien- se ressent, hein? Ça se ressent dans les albums à part de ça. Oui, mais ça semble beaucoup dans les fables de La Fontaine, le chien qui vit en ville, qui est grave, tout va bien, puis l'autre qui a choisi de vivre en campagne, qui est toute maigre, mais il y en a un qui n'a plus de liberté, puis l'autre a sa liberté. Je pense qu'il faut essayer de trouver un juste milieu entre les deux, parce qu'il faut que tu payes ton loyer, mais c'est un des problèmes des artistes. Si tu acceptes d'être salarié d'une galerie, mais tu acceptes aussi tout ce qui s'ensuit, là. Les contraintes qui Oui. peuvent éteindre parfois des élans. À moins que la personne te tienne le propos suivant, tu es complètement libre, je te fais confiance. Mais ça, peut-être que ça existe, Karim, peut-être. Peut-être, parce que, comme je te disais tantôt, chaque galerie au niveau de la planète, ils ont leur façon de faire. C'est un monde qui est complètement libre aussi, le monde des galeries. Puis là, ben, c'est sûr, si tu rentres le marché, comme je te disais tantôt au début de la conversation, de l'interview, c'est comme un paradoxe. Hein? C'est mêler le spirituel à l'argent.
Non, c'est quelque chose, effectivement. C'est spécial. Mais tu seras le bienvenu de revenir. Je pense que l'art, écoute, il y aurait des chroniques chaque émission à faire. Ça peut rejoindre tellement de différents angles. Ça peut amener tellement de bénéfices au quotidien. Moi, je veux dire, tu te lèves le matin, tu vois l'œuvre, elle t'inspire, tu passes une bonne journée, bon, etc. là. Ou quand tu découvres quelque chose de nouveau aussi, là, ça crée une sensation de bien-être, veux pas. Donc, pour moi, l'art, c'est quelque chose de vital. Est-ce que tout le monde comprend ce besoin-là ou vont le chercher autrement? Comment développer? Parce que je pense qu'au Québec, on a tellement de bons artistes, Exact. mais en contrepartie, ben là, ça prendrait autant de bons acheteurs. Le marché pour l'art, il n'y a pas beaucoup de collectionneurs au Québec. Hein? Il n'y a pas beaucoup de collectionneurs. Alors, c'est un marché qui est restreint. Oui. Puis, ben, il y a toutes sortes de collections, des collections d'entreprises, des collections privées. Il y a toutes sortes de collections aussi dans l'objectif, parce qu'une collection, il y a 1% à peu près des Québécois qui collectionnent. Puis dans ça, ceux qui collectionnent l'art contemporain, d'après moi, au Québec, il y a peut-être 300-400 collectionneurs. OK. Pas plus. Ah Pas oui. beaucoup, là. C'est Bon, tout un monde. Ben, faut hein. écrire, C'est tout faut un écrire un livre sur les collectionneurs, surtout s'il y en a juste 300-400, là, ça va être assez vite des recensés. Exactement. Je pense qu'on a un projet ici. On se revient avec d'autres capsules. Tu viens quand tu veux, André. J'ai plein de nouveaux invités que je vais leur donner des cartes privilèges. Vous venez quand vous voulez. Puis je pense qu'il y a vraiment des sujets. Illimité. Oui. 1000. Oui, puis là, ben, il est déjà 3 heures. On va vous laisser aller vers la galerie Louise Carrier. Ceux qui veulent aller voir ça. Vous êtes invités. Ça va être un très beau vernissage. Puis Jocelyn Gasse, c'est un homme très sympathique. Alors, vous êtes tous Rue invités. Sainte-Hélène, hein? Rue Sainte-Hélène, vous avez dit? Non, non. c'est l'après-midi, c'est à Louise Carrier. À Louis Carré. C'est chez vous, là. OK, C'est oui. à Lévis, à Louise Carrier. Il est là après-midi. Là. C'est le vernissage maintenant. Là. Je m'en vais là. À côté du... comment ça s'appelle? La salle de spectacle. Exactement. Ah oui, OK. La salle- L'Anglicane. L'Anglicane, voilà. Oui, c'est l'Anglicane. Qui se connaît ça. OK. Mais je suis déjà allé à l'école Ah, en ben, bus c'est- avec ça. Super. Bon, ben génial. Alors, plein de bons entrevues aujourd'hui. Alors, merci à tout le monde pour l'émission KSP veut savoir. Ça sera déjà la fin. On a dépassé de 2 minutes. On part en musique et ça sera un... Non, on termine. Ah non, termine. on part un peu, je On pense. part un peu boire en musique. Bref, ça mais- sera un prochain rendez-vous dimanche prochain de 1h à 3h. Alors, s'il y a d'autres invités, téléphone, on l'a fait. Ça a fonctionné. En personne, ça fonctionne. Alors, vous êtes toutes les bienvenus. Merci beaucoup. Karim. Merci. Vous écoutez CJF.